10 octobre 2021. Une journée standard, sans rien de notable dans une petite ville du désert du Nouveau-Mexique. Peu après midi, retentit un appel sur la ligne directe des services d'urgence. Un voisin signala une étrange odeur de fumée provenant du terrain voisin. Ce n'était pas simplement des restes de charbon. L'odeur était très intense, âcre, comme si quelque chose avait brûlé, puis s'était carbonisé. Les pompiers arrivés sur place pensaient donc qu'ils allaient en faire face à un paysage familier, une maison de campagne, un barbecue, un pique-nique d'été. Mais ce qu'ils trouvèrent ne rentrait pas dans le cadre du quotidien. Les pompiers arrivés sur place découvrirent un foyer d'incendie directement sur le barbecue, comme attendu, mais avec un moment inhabituel et extrêmement alarmant. Parmi les charbons, ils remarquèrent des restes humains. Leur apparence indiquait que le corps avait été soumis à une forte carbonisation et les restes eux-mêmes étaient très endommagés. Pas immédiatement, mais bientôt il devint clair. Ce n'était pas un incendie accidentel, mais très probablement un crime. Sur le barbecue ne brûlait pas simplement un corps. Il avait été brûlé intentionnellement. Les pompiers ne pouvaient rester indifférents. Directement sur place, ils appelèrent la police, qui commença immédiatement l'enquête. En arrivant sur la scène de crime, les policiers confirmèrent bientôt la terrible supposition. Le corps trouvé appartenait à une petite fille de 5 ans. Les experts qui examinèrent le lieu de l'incident indiquèrent que c'était une tentative délibérée de détruire des preuves. Entre-temps, sur le terrain fut découverte une empreinte digitale d'une femme, la propriétaire de la maison, Kate. Déjà en quelques heures, le terrain fut bouclé et commença le vrai travail des enquêteurs. Et tandis que la police continuait de rassembler les faits, personne ne savait ce qui se cachait derrière cette découverte cauchemardesque et quelle horreur restait encore à révéler. Quand les enquêteurs commencèrent à rassembler des informations sur Kate, la femme dont ils trouvèrent les empreintes digitales sur la scène de crime, tout semblait si quotidien que cela offensait presque l'essence même de ce qui s'était passé. Qui était cette femme qui se trouvait au centre de la tragédie? Une travailleuse sociale, une mère célibataire, simplement une voisine de la rue? Comment pouvait-elle être liée à quelque chose d'aussi horrible? Après tout, Kate, semblait-il, était simplement une femme ordinaire qui, plus que tout au monde, essayait de créer autour d'elle l'image d'une maman réussie et attentionnée. Mais comment la personnalité de cette femme se rapporte-t-elle à ce qui s'est passé dans sa maison de campagne? Pourquoi précisément son terrain est-il devenu l'épicentre de ce cauchemar? Kate, 39 ans, mère d'une petite fille de 5 ans, Ava. Extérieurement, elle correspondait entièrement à son image. Soignée, retenue, toujours avec un sourire et de bonnes paroles sur les lèvres. Elle travaillait dans le service social à Albuquerque où elle aidait beaucoup de gens, résolvant les problèmes des familles, des enfants, soutenant les nécessiteux. La vie de Kate semblait être une vitrine parfaite. Carrière réussie, respectabilité, bonne relation avec les collègues et voisins. Cependant, sa vie personnelle était loin d'être parfaite. Kate avait divorcé de son mari plusieurs années auparavant et depuis s'occupait d'élever sa fille seule. Mais ce seul n'était pas un état si facile. Bien sûr, elle disait souvent que tout va bien, qu'elle travaille et pendant son temps libre s'occupe de sa fille, mais la réalité ne coïncide pas toujours avec ce qui se voit de l'extérieur. Derrière cette façade de mère attentionnée se cachait une personne dont le monde intérieur était beaucoup plus complexe. De longues années de solitude, les difficultés économiques et les relations ratées ne pouvaient pas ne pas laisser de traces. Et bien sûr, malgré le fait qu'aux yeux de la société, Kate était un exemple à suivre, elle n'était pas impeccable. Ses relations avec son ex-mari étaient ditôt complexes, bien qu'extérieurement, ils continuaient à maintenir de bonnes relations, pour le bien de leur fille. Cependant, derrière les coulisses de cette respectabilité, Kate, comme on le découvrit bientôt, avait plus d'une fois manipulé les gens pour arriver à ses fins. Les problèmes qu'elle avait rencontrés dans sa vie personnelle étaient devenus pour elle une raison de chercher une issue, notamment à travers le profit financier. Et ce qui s'était passé dans sa maison n'était pas du tout un hasard.
Beaucoup n'auraient même pas pu penser que derrière tout cela se cachait non seulement une femme fatiguée de la vie, mais quelqu'un de beaucoup plus sombre, prêt à prendre des mesures extrêmes pour reprendre le contrôle. On se souvient de ses fréquentes conversations avec ses collègues, quand elle se plaignait de la difficulté d'être une mère célibataire, de son manque de temps pour elle. Mais tout cela, peut-être, n'était qu'un masque, lui donnant la possibilité de se reposer, cachant les vrais motifs de ses actions. Sa maison, la maison de campagne où fut trouvée la terrible trace du crime, n'était pas non plus un hasard. L'endroit où elle essayait de créer l'illusion d'une vie normale et tranquille devint l'endroit où fut déployé tout un plan, et Kate, peut-être, à un moment donné, le vit comme le seul moyen de se débarrasser du rôle de mère qui l'ennuyait. Mais tant que sa personnalité restait inconnue du grand public, connaissances et collègues l'apercevèrent comme une personne tout à fait normale, une femme qui essayait simplement de faire face à la vie comme elle pouvait. Personne n'aurait même pu soupçonner que cette normalité extérieure n'était qu'une tromperie, cachant des intentions beaucoup plus sombres. Kate était connue comme travailleuse sociale, mère célibataire, une femme qui plus que tout au monde voulait créer l'apparence d'une vie parfaite. Son statut social et sa vie personnelle semblaient intouchables, et beaucoup admiraient sa capacité à faire face aux difficultés. Mais comme c'est souvent le cas, derrière l'éclat du monde extérieur se cache une ombre, et Kate n'était pas une exception. Cette ombre, peut-être, l'a menée à la décision fatale qui briserait sa vie et celle de sa fille pour toujours. Le contraste qui surgit entre son image extérieure et ce qui s'était passé sur son terrain ne faisait que soulever de plus en plus de questions. Pourquoi s'est-elle trouvée au centre de ce cauchemar? Et que se cache-t-il réellement derrière ce qui s'est passé dans sa vie? Cette question nécessitait une enquête, et elle ne faisait que commencer. Il faut ensuite découvrir ce qui se trouvait derrière ce qui, à première vue, semblait être la vie normale de Kate. Pourquoi son plan apparemment inoffensif s'est-il transformé en tragédie inimaginable? Quand la police arriva sur le terrain où fut trouvé le corps, la propriétaire de la maison, Kate, n'était pas là. À première vue, cela semblait étrange. Comment peut-elle ne pas être sur la scène de crime? N'est-ce pas sa maison? N'est-ce pas son terrain? Les questions surgissaient d'elles-mêmes. Pourquoi est-elle absente? Où est-elle à ce moment? Se trouvant dans une telle situation, les enquêteurs se mirent immédiatement à établir sa localisation. Ils appelèrent immédiatement à son appartement en ville, à Albuquerque, essayant de découvrir où elle pouvait être à ce moment. Kate ne décrocha pas tout de suite, ce qui donna déjà à réfléchir. Mais quand elle répondit finalement, sa voix était calme, presque sans émotion, comme si rien d'étrange ne se passait. « C'est la police. Nous avons besoin que vous veniez immédiatement sur le terrain. Il y a eu un incident, » informa l'officier, essayant de garder l'officialité dans sa voix, bien que la tension se fasse sentir même à travers le téléphone. Kate, apparemment, fut un peu surprise, mais répondit aussitôt. « Que s'est-il passé? Je ne comprends pas de quoi vous parlez. J'étais à la maison. Tout était normal. Je peux vous aider. Mais je ne comprends pas ce qui s'est passé. » Le ton de sa voix était légèrement inquiet, mais pas paniqué. Elle semblait essayer de garder le contrôle sur la situation. Et cela surprenait, parce que si quelque chose de semblable s'était passé sur son terrain, il devrait y avoir une réaction. Mais Kate n'exprimait ni choc, ni peur. Au contraire, son calme à ce moment-là, aussi étrange que cela puisse paraître, semblait quelque peu contre nature. « Nous vous attendons ici, immédiatement », répéta l'enquêteur. Il ne précisa pas ce qui s'était exactement passé, mais dans sa voix résonnait quelque chose d'urgent. Kate ne posa pas plus de questions. Elle confirma simplement qu'elle serait là dans quelque temps. Et aussi étrange que cela puisse paraître, aucune explication supplémentaire ne suivit de sa part. Bientôt, elle arriva sur le terrain. Elle sortit de la voiture, regarda l'endroit gardé où se tenaient les policiers. Son visage restait calme, bien qu'elle s'arrêtât un instant, comme si elle ne savait pas quoi faire de ce nouveau tournant inattendu. Lors de la première rencontre avec les policiers, Kate dit qu'elle n'avait rien compris de ce qui se passait.
Elle raconta que la veille, elle avait organisé un pique-nique à la maison de campagne avec sa fille, mais tout avait été normal, sans incident. Selon ses paroles, elle avait laissé Ava au barbecue pour finir de cuire la nourriture pendant qu'elle était allée à la maison. À ce moment-là, quelque chose avait mal tourné. Elle paniqua quand elle remarqua que quelque chose n'allait pas avec le barbecue. Mais selon elle, elle ne pouvait pas être sûre de ce qui s'était passé. En panique, elle décida de quitter la maison de campagne sans en informer personne immédiatement, et cela, comme elle l'affirmait, fut sa principale erreur. « J'ai eu peur, et il m'était difficile de rester sur place », dit-elle, essayant de justifier son comportement. « Je ne pouvais pas revenir, car je ne savais pas quoi faire. » Elle affirmait que le corps s'était retrouvé sur le barbecue par hasard, et que c'était un accident qu'elle n'avait pas pu prévenir. Selon sa version, sa fille avait pu par imprudence se retrouver dans une situation dangereuse avec le feu. En panique, elle avait simplement tout abandonné, était partie, ne sachant pas comment agir. Mais malgré la confiance de Kate en sa version, les enquêteurs, évidemment, sentaient que quelque chose ne collait pas. Cette réponse n'expliquait absolument rien. Pourquoi était-elle partie si vite si elle n'avait pas de raison de paniquer? Pourquoi n'avait-elle pas appelé les services d'urgence immédiatement? Et surtout, pourquoi, étant dans un environnement si calme, Kate avait-elle pu abandonner si facilement tout au hasard? Elle se tenait devant la police, et ses mots sonnaient comme une tentative de justification, comme si elle essayait de convaincre tout le monde que ce n'était qu'une erreur, un hasard, et qu'il fallait maintenant tout oublier et aller de l'avant. Mais les enquêteurs comprenaient que ce n'était que le début. Et ils savaient exactement qu'ici se cachait quelque chose de plus grand qu'un simple accident. Quand les spécialistes judiciaires commencèrent à examiner la scène de crime, il devint immédiatement clair qu'ici s'était produit quelque chose de plus qu'un incident casuel. Le barbecue que Kate décrivait comme le centre de tout l'incident était loin d'être le seul objet auquel les enquêteurs prêtèrent attention. Autour de lui gisaient des objets métalliques qui n'avaient clairement aucun rapport avec un ensemble habituel pour barbecue. Des fragments plastiques non identifiés, fondus et brisés, ressemblaient à une partie de quelque chose de plus complexe qu'un simple barbecue pour cuisiner. Ces détails, sans aucun doute, nécessitaient attention. Le corps trouvé près du barbecue était dans une position étrange. Il ne ressemblait pas à ce qu'il aurait dû ressembler en cas de chute accidentelle dans le feu. Si l'enfant s'était retrouvé dans une telle position par accident, il aurait sûrement essayé de sortir, aurait au moins fait quelques mouvements. Mais le corps était absolument immobile, ce qui faisait immédiatement douter de la version de Kate. Quand les experts commencèrent à examiner soigneusement l'endroit, ils découvrirent une autre incohérence. Sur le barbecue lui-même, il n'y avait pas de traces qu'il avait été utilisé pour préparer de la nourriture. La température du feu qui restait sur les charbons était anormalement élevée, ce qui causait également des doutes sur le récit de Kate. Ce n'était pas simplement un barbecue. C'était un feu allumé dans un autre but. Les spécialistes judiciaires trouvèrent un autre détail étrange. Des restes de plastique qui ne pouvaient pas être liés aux accessoires habituels de barbecue. Ces fragments ne s'intégraient clairement pas dans l'environnement, comme si on les avait mis là intentionnellement. Tout cela devint non seulement suspect, mais faisait penser à des actions dirigées que quelqu'un avait entreprises sur ce site. Au cours de l'examen, des traces furent trouvées, indiquant des chaussures étrangères, ce qui mettait également en doute les paroles de Kate selon lesquelles elle était seule sur le site. Les traces de ses pieds n'appartenaient ni à elle, ni à sa fille. Cela confirmait de plus en plus qu'elle n'était peut-être pas la seule personne qui était sur la scène de crime. Progressivement, tout se combinait en quelque chose de beaucoup plus alarmant. La scène que Kate décrivait ne ressemblait pas du tout au chaos d'un incident casuel. Au contraire, les preuves indiquaient que toutes les actions avaient été préméditées et que le corps s'était retrouvé sur le barbecue non par hasard, mais par la volonté de quelqu'un. Tout parlait de secret intentionnel et d'une tentative de contrôler les conséquences. Ce n'était pas un incendie accidentel. C'était un événement soigneusement planifié, et Kate, semblait-il,
ne pouvait déjà plus expliquer ce qui s'était exactement passé sur son site. Quand Kate s'assit dans le fauteuil pour l'interrogatoire, son regard était voilé, comme si elle ne réalisait toujours pas que son monde avait déjà commencé à s'effondrer. Contrairement au calme qu'elle avait montré sur la scène de crime, dans la salle d'interrogatoire, ses mots ne sonnaient pas aussi sûrs. Elle raconta à nouveau sa version. Soi-disant, le feu s'était accidentellement échappé de tout contrôle. Sa fille s'était accidentellement trouvée en danger et elle-même n'avait pas supporté le stress et était partie, ne sachant pas quoi faire. « Je ne pouvais pas rester », continua-t-elle baissant le regard. « C'était trop pour moi. Je ne savais pas ce qui se passait. Tout s'est passé si vite. J'ai essayé de la sauver, mais je n'ai pas pu. Et je suis simplement partie. » Sa voix sonnait uniforme, mais il y avait quelque chose d'antinaturel dedans, comme si elle apprenait un texte par cœur, essayant de croire en ses propres mots. Elle parlait de panique, d'impuissance, comme de quelque chose qui devait justifier ses actions. Pendant tout l'interrogatoire, son visage resta un masque, derrière lequel il était difficile de déchiffrer les vraies émotions. Mais plus elle parlait, plus il devenait clair que son récit ne correspondait pas à ce que les enquêteurs avaient vu sur la scène de crime. Le protocole d'interrogatoire enregistrait sa description de ce qui s'était passé, mais ne correspondait pas aux détails que confirmaient les spécialistes judiciaires. Le feu, selon elle, avait commencé à brûler par hasard. Mais pourquoi alors, sur le barbecue, n'y avait-il pas de traces de nourriture préparée? Et le barbecue lui-même était-il trop chauffé? Pourquoi autour gisaient des objets métalliques étranges et du plastique qui ne pouvaient clairement pas faire partie d'un barbecue normal? Kate continua son histoire, essayant de justifier son comportement. Elle raconta comment elle était d'abord restée avec sa fille sur le site, mais, s'effrayant des conséquences de l'incident, n'avait pas pu attendre de l'aide et était simplement partie. Elle n'avait pas appelé le service de secours, n'avait pas essayé de ramener les enfants à la maison. Elle était simplement partie pour s'aérer l'esprit en ville. Et en plus, elle n'essayait pas d'expliquer pourquoi elle n'était pas revenue, ne s'était pas dépêchée de raconter aux voisins ou à quelqu'un d'autre. Cela commença à causer de plus en plus de doutes chez les enquêteurs. Tout ce temps, pendant l'interrogatoire, Kate disait avec insistance qu'elle ne savait pas ce qui était arrivé à sa fille. Elle ne l'avait pas vue blessée, n'avait pas essayé d'aider. Mais comment une mère, sans ressentir cela, avait-elle pu simplement partir et ne dire à personne que quelque chose n'allait pas avec l'enfant? Les murs de la salle d'interrogatoire ne laissaient pas de place aux justifications. Les preuves ne correspondaient pas à son récit. Chaque mot qu'elle disait l'éloignait de plus en plus de la version de l'accident. À la fin, les enquêteurs ne pouvaient déjà plus ignorer l'évident. Son statut de seul témoin de cet événement commençait à paraître de moins en moins convaincant. Et bien que Kate essayait de maintenir l'image d'une mère confuse, ses explications continuaient à contredire les faits recueillis sur la scène de crime. Au moment où l'interrogatoire toucha à sa fin, c'était clair. Ses mots ne correspondaient pas à la réalité et son comportement causait de plus en plus de soupçons. Les enquêteurs prirent la décision. Kate devient la principale suspecte. Avec sa version sur l'accident, il ne pouvait plus y avoir aucun doute. Elle-même se trouva au centre de cette tragédie. Au moment où les enquêteurs commencèrent à approfondir les détails de l'enquête, la version de Kate sur la combustion accidentelle commença à se fissurer. Les spécialistes judiciaires, recherchant soigneusement la scène de crime, remarquèrent immédiatement plusieurs incohérences qui ne pouvaient pas être expliquées par ce que Kate disait. Ses mots sur le fait que le feu était sorti de contrôle et que sa fille s'était accidentellement trouvée en danger semblaient de plus en plus improbables comparés à ce que montraient les preuves physiques. La contradiction la plus évidente fut que les spécialistes judiciaires ne trouvèrent aucune trace que le corps aurait pu tomber accidentellement sur le barbecue. Dans le rapport, il était clairement indiqué que le corps se trouvait dans une position qui excluait toute chute accidentelle dans le feu. Le corps fut placé sur la grille du barbecue après que la personne ait perdu connaissance, ou soit déjà morte. De plus, le corps ne montrait pas de signe d'avoir tenté de s'échapper.
Il n'y avait pas de brûlure caractéristique des tentatives de sauvetage. Tout cela indiquait que la petite fille avait très probablement été placée sur le barbecue intentionnellement et sans signe de vie. Quand les experts commencèrent à discuter de ce détail, ils arrivèrent à une conclusion sans équivoque. La soi-disant chute accidentelle était impossible. Le feu ne pouvait pas avoir accidentellement enveloppé le corps comme l'affirmait Kate. De plus, le barbecue avait été chauffé à une température beaucoup plus élevée que ce qui aurait pu être le cas lors d'un barbecue normal. Cela remettait en question toute son histoire sur le hasard. Sa version selon laquelle elle avait paniqué et était partie, ne trouvant pas moyen d'aider, ne résistait pas non plus à la vérification. Pourquoi n'aurait-elle pas essayé au moins de s'éloigner un peu de la situation, d'appeler à l'aide, si elle était si stupéfaite et effrayée? Pourquoi n'a-t-elle pas expliqué ses actions quand les enquêteurs avaient déjà découvert de sérieuses incohérences dans son récit? Il devint alors clair, son histoire ne correspondait pas à la réalité. Dans l'affaire, il y avait maintenant la première contradiction scientifiquement fondée entre les paroles de Kate et les faits. Ces détails, qu'elle ne pouvait même pas expliquer, commencèrent à détruire sa version de l'accident. Kate ne semblait plus simplement une mère confuse qui avait paniqué. Maintenant, son comportement commençait à ressembler à une tentative de cacher une vérité plus sombre. Les enquêteurs comprirent qu'ils étaient sur la bonne voie et qu'ensuite, ils devraient révéler non pas simplement un accident, mais une vérité soigneusement cachée, derrière laquelle se trouvait toute une chaîne d'actions, soigneusement dissimulée sous une façade de confusion. Kate, qui avait perdu sa fille, aurait dû être en état de choc. Pour une mère qui venait de vivre une terrible tragédie, il aurait été tout à fait naturel de chercher de l'aide, de souffrir à chaque instant en cherchant du soutien, peut-être même de contacter des proches, ou au moins de demander une aide psychologique. Mais tout cela était loin de ce qu'elle fit. Au lieu de s'immerger dans la souffrance et le deuil, Kate commença à agir de manière complètement différente. Et cela attira immédiatement l'attention des enquêteurs. Elle n'essaya pas d'obtenir de l'aide, n'appela pas de parents, ne montra pas le moindre désir de discuter de ce qui s'était passé avec des amis ou des connaissances. Tout ce qu'elle fit fut de contacter l'une des grandes compagnies d'assurance. Kate dirigea une demande concernant les conditions de la police d'assurance vie de sa fille. La question était simple. Comment peut-on traiter le paiement de la police si un accident s'est produit? Ce comportement, pour dire le moins, semblait étrange. Pour une mère qui venait de vivre le plus terrible, cela semblait au minimum atypique. Il semblait qu'elle était plus intéressée à obtenir des moyens financiers qu'à pleurer sa perte. Il restait également inexplicable que Kate n'ait pas essayé de savoir comment s'aider à surmonter la perte. Dans ses actions, il n'y avait rien qui soit habituellement propre à une mère en deuil. Elle ne fit pas de démarche pour au moins d'une façon ou d'une autre faire face à son état psychologique, ne demanda pas l'aide de spécialistes pour elle-même. Au lieu de cela, en plein cœur de la tragédie, elle cherchait un moyen d'obtenir de l'argent de l'assurance, supposant que sa fille ne pourrait plus répondre aux questions sur la police. Toutes ces démarches commencèrent à former un tableau où le motif financier devint évident. Pourquoi s'intéressa-t-elle si précipitamment à l'assurance? L'assurance accident, qu'elle pourrait possiblement obtenir après la perte de sa fille, commença à jouer son rôle dans l'enquête. Ce moment devint clé. Dans le contexte des autres faits, son comportement ne ressemblait plus à celui d'une mère en état de choc, mais à celui de quelqu'un qui cherchait un moyen de tirer profit de ce qui s'était passé. Ses actions après la tragédie ne correspondaient pas à la façon dont une mère qui a perdu un enfant aurait dû se comporter. Et cette incohérence devint un autre élément qui détruisait sa version sur le hasard et la panique. Le motif financier était maintenant au premier plan, et les enquêteurs commencèrent à le considérer comme une alternative beaucoup plus probable au récit sur la façon dont tout s'était passé. Le 15 octobre 2021, le lendemain du jour où Kate fut officiellement reconnue comme la principale suspecte, les enquêteurs reçurent finalement la conclusion du coroner, qui devait soit confirmer définitivement sa version, soit détruire son récit de l'accident. Toute cette semaine lourde, pleine de preuves, de mots non dits et de motivations cachées, devait finalement donner une réponse.
qu'est-ce qui avait réellement tué Eva? La réponse qui arriva bientôt s'avéra si inattendue qu'elle fit prendre à toute l'enquête un tournant complètement nouveau. La conclusion du coroner choqua tout le monde. En arrivant sur la table des enquêteurs, elle remit en question non seulement les paroles de Kate, mais tout le concept de l'accident tragique qu'elle avait essayé de construire. Ava ne fut pas tuée par le feu, et même les épaisses nuées de fumée n'auraient mot pas pu la tuer. La cause de sa mort était beaucoup plus sophistiquée et secrète. Dans son sang fut découverte une substance toxique en haute concentration. Cela ne pouvait pas être un hasard. Les experts étaient sûrs que cet empoisonnement était intentionnel. Ce n'était pas un accident, et encore moins une chute accidentelle dans le feu. Le soupçon que les enquêteurs portèrent depuis le début reçut maintenant une confirmation scientifique. Tout ce qui s'était passé à la maison de campagne avait été soigneusement planifié. Et la mort d'Ava faisait partie d'un plan plus vaste. La substance toxique dans le sang de la petite fille devint la preuve cruciale qui renversa définitivement l'image de l'incident. Quand les enquêteurs reçurent ces résultats, leurs soupçons concernant Kate ne furent plus simplement des intuitions. La version de l'accident de barbecue fut complètement réfutée. Et maintenant tout pointait vers une chose. C'était un meurtre de sang-froid et calculé. L'affaire, qui semblait auparavant accidentelle et tragique, acquit les contours clairs d'un crime cruel. Et ainsi, après plusieurs jours, l'enquête avait déjà pris un nouveau cours. Enquête pour meurtre. Kate ne pouvait plus cacher la vérité qu'elle avait si soigneusement essayé de masquer. Le fait que la mort de la petite fille n'avait rien à voir avec le feu, mais était le résultat d'un empoisonnement intentionnel, devint ce moment qui brisa définitivement sa défense. Tout ce que Kate avait dit auparavant semblait maintenant n'être rien de plus qu'une tentative de créer une couverture pour ce qu'elle avait commis. Quand les enquêteurs commencèrent à relier toutes les preuves, deux faits devinrent particulièrement importants. Premièrement, du poison fut découvert dans le sang d'Ava, et deuxièmement, du plastique fondu trouvé près du barbecue. À première vue, ces deux objets n'avaient rien en commun. Mais bientôt, ils commencèrent à former une image qui non seulement indiquait le fait du meurtre, mais révélait aussi l'identité de celui qui était derrière ce crime. L'analyse de laboratoire montra que les fragments fondus de plastique du barbecue étaient des restes de capsules. À première vue, cela pourrait sembler insignifiant, mais l'analyse détaillée de la substance contenue dans ces capsules mit un point final à l'enquête. À l'intérieur des capsules fut découvert ce même poison qui avait été trouvé dans le sang d'Ava. Cette substance ne pouvait pas être entrée dans l'organisme de la petite fille accidentellement. Elle fut introduite intentionnellement. Le fait que le poison et le plastique, ainsi que le reste des informations collectées sur la scène de crime correspondaient si clairement, attira immédiatement l'attention des enquêteurs. Mais la découverte la plus importante se produisit quand furent examinés les objets métalliques trouvés près du barbecue. Sur ces objets, qui auraient là pu être des barbecues ordinaires et des instruments pour grillade, furent découvertes des empreintes digitales. Et quand ces empreintes furent identifiées, il devint clair que c'étaient les empreintes de Kate. Les enquêteurs n'avaient au plus de doute. La connexion physique directe entre la suspecte et l'arme du crime avait été établie. Kate ne connaissait pas seulement le poison qui avait tué sa fille, mais avait aussi eu un contact direct avec les objets qui furent utilisés pour cacher les traces du crime. Elle n'était pas simplement un témoin, elle était l'exécutrice. Maintenant, plus personne n'avait de doute que l'affaire du meurtre de la fillette était devenue encore plus claire. Les preuves, la connexion avec l'arme du crime et même les empreintes digitales directes, tout cela menait à une personne. Et cette connexion ne laissait plus le moindre doute sur ce qui s'était réellement passé. Tout ce qui restait à l'enquête maintenant était de mener l'affaire jusqu'au bout et de révéler les motifs qui se trouvaient derrière ce crime. Dans l'enquête, qui devenait de plus en plus embrouillée, apparut une nouvelle direction inattendue qui fit s'arrêter les détectives. Dès que toutes les preuves concernant le meurtre lui-même commencèrent à pointer vers Kate, soudain se révélèrent des documents financiers qui jetèrent une ombre sur son comportement. Lors d'une vérification standard des finances de la suspecte, les détectives tombèrent sur une anomalie. Un gros virement d'argent sur le compte de Kate
qui fut effectué immédiatement après la mort de sa fille. Ce virement n'était pas seulement gros, mais aussi très suspect. La somme transférée sur son compte était significativement plus élevée que ce que Kate recevait habituellement des paiements réguliers ou de la pension alimentaire. Curieusement, Kate n'essaya pas de cacher ce virement, et sa source s'avéra être son ex-mari. L'argent venait de son compte, et cela posa une nouvelle question à l'enquête. D'où avait-il obtenu une telle somme? Et, le plus important, pourquoi avait-il transféré cet argent immédiatement après la tragédie, quand apparemment, le plus important pour lui aurait été de se concentrer sur la douleur de la perte, et non sur les questions financières? Les détectives commencèrent à tracer la transaction qui les mena bientôt à une découverte gênante pour tous. Le virement fut fait plusieurs jours après que Kate ait signalé la tragédie. La somme du virement n'était clairement pas accidentelle et sa taille fit réfléchir les enquêteurs sur une possible connexion entre cette action et ce qui était arrivé. À un moment donné, les détectives commencèrent à comprendre que l'argent pourrait avoir fait partie d'un plan plus complexe qui était lié à un autre côté de cette histoire. Décidant de ne pas remettre à plus tard, les détectives convoquèrent l'ex-mari de Kate pour interrogatoire. Il s'appelait Dan, et apparemment il aurait dû être seulement un observateur extérieur dans cette affaire. Mais plus les enquêteurs étudiaient son comportement et ses actions, plus de questions surgissaient. Dan était choqué par la mort de sa fille. Mais comme il s'avéra, il n'avait pas moins de raisons de s'inquiéter que son ex-femme. Le paiement qu'il effectua n'était pas simplement une aide accidentelle. Il devint une clé importante dans l'enquête. Quand Dan vint à l'interrogatoire, son visage exprimait la peur et la perplexité. Il était difficile de s'appuyer sur ses paroles, mais il n'essaya pas de cacher qu'il avait fait ce virement. Il affirmait que l'argent était nécessaire pour aider Kate à traverser le moment difficile, que c'était seulement un acte de compassion. Il parlait de combien il s'inquiétait pour elle, comment il essayait d'alléger sa situation financière en cette période difficile. Cependant, plus les enquêteurs parlaient avec lui, plus il commençait à sentir que quelque chose n'allait pas ici. Il était difficile de croire qu'aussi simplement, immédiatement après la tragédie, il ait transféré une telle somme. Les enquêteurs décidèrent de ne pas se limiter à la simple question sur le virement. Ils commencèrent à analyser attentivement toutes les relations qui existaient entre lui et Kate, ainsi que leurs affaires financières communes. Des moments confus, des détails et d'anciens désaccords commencèrent à remonter à la surface. Il devint bientôt évident que sa connexion avec Kate n'était pas aussi transparente que tous le pensaient. Malgré le divorce, leur relation restait complexe et remplie de motifs cachés qui pourraient être liés à l'argent et possiblement à des intentions pas très honnêtes. Et si au lieu d'aider son ex-femme, il en savait plus qu'il ne déclarait sur ses intentions? Et si ce virement était lié à quelque chose de plus grand que simplement de la sympathie? Maintenant, à côté de Kate, apparut un nouveau suspect dans l'affaire, Dan. Son rôle restait peu clair, mais une chose était certaine. Ses actions devinrent bientôt partie d'un tableau plus complexe. Ce virement pourrait être seulement un petit, mais très important maillon dans ce qui s'était réellement passé. Et les enquêteurs ne pouvaient plus simplement ignorer sa participation dans cette affaire embrouillée. Le fait que Dan soit devenu un personnage clé dans l'enquête signifiait qu'il se dirigeait vers la résolution d'une autre partie de ce crime. Les relations entre les ex-époux, l'argent et leurs intérêts mutuels devinrent maintenant des aspects cruciaux, nécessitant une considération attentive. L'étape suivante était évidente. Il était nécessaire de découvrir quel rôle il avait joué dans cette tragédie et comment il pourrait être connecté aux actions de Kate. Quand les enquêteurs commencèrent à travailler avec le nouveau suspect, l'ex-mari de Kate, Dan, ils ne pouvaient se débarrasser de la sensation qu'il cachait quelque chose. Tout ce qui était connu à ce moment-là était l'étrange virement d'argent qu'il avait fait après la tragédie. Mais pourquoi précisément lui ? Et qu'est-ce qui aurait pu le motiver à agir comme il avait agi ? Les réponses ne venaient pas facilement. L'interrogatoire de Dan devint un tournant dans l'enquête. Quand ils l'assirent à la table et commencèrent à lui poser des questions, son comportement alerta immédiatement les détectives.
Il ne ressemblait pas à une personne qui venait de vivre une tragédie. Son visage restait principalement calme et sa voix sonnait confiante, même quand il parlait de son mariage avec Kate. Mais dès que les questions touchèrent au virement d'argent, sa confiance commença à se fissurer. Il se tut soudain, comme sous pression. Inopinément, quand les enquêteurs commencèrent à insister pour qu'il explique pourquoi il avait fait un tel virement, Dan révéla quelque chose qui changea immédiatement le cours de l'enquête. Il confessa que Kate l'avait fait chanter. « Elle me menaçait », dit-il, ses yeux s'assombrirent. « Elle voulait que je me taise sur ce qui s'était passé il y a quelques années. Elle savait pour mon infidélité et si je n'avais pas transféré l'argent, elle aurait tout raconté. Elle savait toujours comment manipuler les gens. C'était inattendu. Chantage, manipulation, menaces cachées. Dan racontait comment sa vie avec Kate avait été imprégnée de ces jeux. Elle l'avait toujours tenu à distance, le forçant à faire ce dont elle avait besoin, et apparemment ce schéma fonctionnait même après leur divorce. Il déclara qu'il n'avait jamais su ses plans concernant leur fille et que ses actions étaient exclusivement une réponse à ses menaces. L'argent qu'il transféra était un paiement pour son silence. Il n'avait pas la moindre idée de ce qui s'était réellement passé. « Je l'ai fait seulement parce qu'elle ne me laissait pas le choix », répétait-il, essayant de se justifier. Tout ce temps, il ne pouvait imaginer que sa participation dans cette affaire tragique pourrait être liée à quelque chose de plus sérieux. Les déclarations de Dan choquèrent initialement les enquêteurs. Il continuait d'affirmer qu'il n'avait pas fait partie d'un plan criminel quelconque, qu'il avait simplement essayé de se protéger ainsi que sa réputation. Et néanmoins, ces paroles donnèrent une compréhension importante sur la façon dont Kate manipulait les gens autour d'elle. Ce n'était pas simplement une histoire sur un accident tragique. C'était une affaire sur le contrôle, sur les menaces et manipulations. Dan passe du statut de suspect au statut de témoin, et cela devint un moment important dans l'affaire. Il ne faisait pas partie du meurtre, mais son récit ouvrit les yeux des enquêteurs sur le caractère de Kate. Ses manipulations, sa capacité à faire agir les gens selon son scénario, devinrent un autre détail important que l'enquête devait considérer. Kate n'était plus simplement une femme qui avait perdu sa fille. Elle était une manipulatrice froide qui utilisait ses relations avec son entourage pour atteindre ses objectifs. Maintenant, les enquêteurs avaient encore plus de questions auxquelles il fallait trouver des réponses. Et la plus importante d'entre elles devint de savoir à quel point ces manipulations étaient profondes et quelle place Dan occupait dans cette histoire. Tout ce qui s'était passé devint plus clair, mais trop de choses restaient encore incomprises. Dans la salle d'interrogatoire était assise Kate à nouveau. Cette fois, son visage n'était pas aussi calme qu'avant. Elle ressentait clairement la pression qui s'accumulait autour d'elle. Les enquêteurs abordèrent l'affaire avec un ensemble complet de preuves. Toutes ces pistes qu'ils avaient autrefois essayé d'organiser comme des faits dispersés convergeaient maintenant vers une conclusion logique et indiscutable. Et maintenant, ils étaient prêts à confronter son mensonge sur l'accident avec la réalité qu'elle avait si soigneusement cachée. Sur la table devant elle gisaient des documents, des rapports, des photographies et des enregistrements qui détruisaient sa version. D'abord, la conclusion sur l'empoisonnement. Kate, bien sûr, aurait pu continuer à soutenir que tout s'était passé par hasard, mais les faits parlaient d'eux-mêmes. Dans le sang de sa fille avait été trouvée une substance toxique. Ce n'était ni la fumée, ni le feu, comme elle l'affirmait. C'était du poison, qui ne pouvait pas arriver dans l'organisme par accident. Une personne normale n'aurait pas pu effectuer de telles manipulations pour tuer une autre sans éveiller les soupçons. Mais Kate n'était clairement pas une personne normale. Le fait suivant, ses empreintes sur les objets métalliques près du barbecue. Kate elle-même avait touché ces objets et dessus restaient les empreintes de ses doigts. Même si elle essayait d'attribuer sa culpabilité au hasard, ces empreintes mettaient en doute ses paroles. Pourquoi ses doigts étaient-ils sur la scène de crime si elle n'était que par hasard près du barbecue? Les témoignages de son ex-mari, Dan, faisaient aussi maintenant partie de l'enquête. Il raconta comment Kate le faisait chanter, menaçant de révéler une ancienne infidélité s'il ne transférait pas une grosse somme d'argent.
Tout cela ne ressemblait pas seulement à un fait isolé, mais à tout un schéma de manipulation dans lequel l'argent devint un instrument pour contrôler la situation. Elle utilisa non seulement sa famille, mais aussi son mari pour obtenir ce dont elle avait besoin, même si cela nécessitait de détruire la vie de sa fille. Et, finalement, la demande à la compagnie d'assurance. Pourquoi Kate s'intéressait-elle à l'assurance accident, si sa fille était encore vivante et en bonne santé? Pourquoi avait-elle tant besoin de cet argent précisément à ce moment? Les questions commençaient à devenir évidentes. Kate était prête à tout détruire pour son profit. Et ses actions parlèrent de quelque chose de plus sombre qu'un simple cas malheureux. Les enquêteurs comprenaient. Maintenant, ils avaient tout. Kate ne pouvait pas continuer sa fausse représentation de hasard. Toutes les preuves, tous les faits, tous les témoignages disaient qu'elle était directement impliquée dans le meurtre de sa fille. Et maintenant était venu le moment pour l'affrontement décisif. Quand Kate regarda à nouveau les enquêteurs, elle sentit que son mensonge ne pouvait plus la protéger de l'aveu. Mais, comme cela arrive souvent dans de tels cas, sa résistance ne faisait qu'augmenter. Au lieu de confesser ou au moins de se justifier, elle se tut brusquement. Elle tendit les mains vers la table, prit ses papiers, exhala et dit simplement « J'exige un avocat ». Ses yeux ne cachaient plus cette peur qu'elle avait essayé de dissimuler auparavant. Kate comprit que sa version sur le hasard avait été détruite. Tout ce qui restait était de lutter pour sa liberté. Les enquêteurs ne furent pas surpris par son exigence. C'était la conclusion logique de ce qui s'était passé ces derniers jours. Mais pour eux, ce n'était pas la fin. C'était simplement un nouveau commencement, une nouvelle étape vers laquelle ils passeraient pour mettre un point final à cette affaire. L'étape suivante était évidente. Avocat, tribunal, et après, peut-être, confession. Mais une chose était claire maintenant. Kate ne pouvait plus se cacher derrière sa fausse façade. Tout ce qu'elle avait fait était maintenant exposé, et elle était prête à répondre de ses actes. Ce moment devint l'apogée de l'enquête, mais ouvrit aussi de nouveaux horizons vers lesquels l'enquête devait avancer. Après que Kate refusa de continuer à donner des déclarations et exigea un avocat, les enquêteurs savaient que leur prochaine étape devait être décisive. Ils ne pouvaient pas permettre que son silence devienne un obstacle sur le chemin vers la vérité. Et ainsi, après plusieurs jours, ils obtinrent un mandat pour fouiller ses appareils numériques. C'était la dernière clé qui pouvait éclairer ce qui se passait dans sa tête quand elle planifiait soigneusement ce crime. Quand les enquêteurs commencèrent à vérifier son ordinateur et son téléphone, ils savaient qu'ils ne cherchaient pas simplement des fichiers ou des photographies. Ils cherchaient des preuves de préméditation. Et dans ce cas, la recherche Internet pouvait devenir l'outil le plus puissant. Que peut raconter l'historique de recherche dans le moteur de recherche d'une personne qui planifiait de commettre le crime parfait? La première page de son historique de recherche ne laissait aucun doute. Parmi de multiples requêtes, évidemment faites à différents moments, il y en avait qui firent s'arrêter les détectives. L'une des plus alarmantes était une recherche contenant les mots « dose mortelle », nom de la substance. C'était une recherche qui concernait ce même poison qui avait été trouvé dans le sang de sa fille. Les questions sur combien de substances étaient nécessaires pour causer la mort et quelle dose était considérée comme mortelle parlaient déjà de l'intention de trouver un moyen de tuer. Mais il y avait d'autres questions, non moins alarmantes. Par exemple, la recherche « Combien de temps brûle un corps ?» Cela ne pouvait pas être un hasard. Évidemment, Kate cherchait des informations sur combien de temps il fallait pour brûler un corps. Quelles seraient les conséquences si elle essayait de cacher les traces de son crime? L'information qu'elle cherchait ne concernait définitivement rien d'accidentel. Elle se préparait à tout cacher. Et bien sûr, ne pouvait pas manquer une recherche sur le thème de l'assurance. Versement d'assurance, vie enfant. Peu importe comment elle essayait de cacher ses intentions, cette question mit le point final à sa motivation. Tout cela pointait vers une chose. Kate avait soigneusement planifié le crime. L'assurance et l'argent faisaient partie de son plan, et elle cherchait des moyens de profiter de cette situation.
Sa recherche d'informations sur comment commettre le crime parfait devint pour elle la seule façon de contrôler sa vie, en se libérant des obligations et peut-être même du sentiment de culpabilité. Toutes ces recherches devinrent une preuve indiscutable que Kate n'était pas simplement une malchanceuse qui s'était mise dans le pétrin. Elle était une criminelle froide qui avait tout planifié à l'avance, depuis comment tuer sa fille jusqu'à comment cacher les traces et obtenir l'argent de l'assurance. Les traces numériques qu'elle laissa sur Internet devinrent cette preuve irréfutable de sa préméditation et de sa planification délibérée. Chaque recherche était comme un trait dans son plan parfait, qui en réalité était loin de la perfection. Maintenant, les enquêteurs étaient sûrs que Kate n'avait pas simplement perdu le contrôle, n'avait pas simplement commis une erreur. Elle avait commis un crime soigneusement planifié. Tout ce qui restait était de transmettre son affaire au tribunal. Mais cela n'était pas suffisant. Il fallait comprendre à quel point ces manipulations étaient profondes et qui d'autres pouvaient être impliqués dans ce cauchemar. Après que Kate eut appris que les enquêteurs disposaient de preuves irréfutables, son dernier espoir dans le mensonge disparut. L'historique des recherches qu'elle avait laissées devint son dernier obstacle. Maintenant, quand tous les faits étaient devant elle et que sa version de l'accident était détruite, il ne restait qu'une question. Que ferait-elle maintenant quand mentir n'était plus possible ? L'interrogatoire en présence de son avocat devint l'apogée de cette enquête tragique. Tout ce chemin, plein de manipulations et de mensonges, devait se terminer. Au début, Kate essaya de garder son calme, mais chaque mot de l'enquêteur, chaque mention de ses recherches, devenait de plus en plus oppressant pour elle. Elle comprenait que défendre sa vérité n'était plus possible. Maintenant, tous les faits parlaient d'un contre elle. Après que l'enquêteur eut posé sur la table les résultats de l'analyse numérique, Kate resta silencieuse pendant plusieurs minutes. L'avocat essaya d'intervenir, mais les enquêteurs ne cédaient au pas. Avec chaque nouvelle preuve, sa résistance s'affaiblissait. Finalement, elle capitula. Un léger soupir, des mots silencieux qu'elle prononça, résonnèrent comme un aveu. Dans sa voix, il n'y avait plus cette assurance qu'elle avait auparavant. Je l'ai tué. Je ne pouvais plus vivre ainsi. C'était plus facile que tout ce que j'avais essayé de faire avant, prononça-t-elle, sans lever la tête. Je ne pouvais simplement pas faire face à elle. Elle était mon fardeau. L'aveu fut bref, mais suffisamment clair. Elle n'admit pas seulement avoir commis le crime, mais confirma aussi les motifs qui, à l'époque, n'étaient que des suppositions. Kate avoua que sa fille était devenue pour elle un lourd fardeau avec lequel elle ne voulait ni ne pouvait plus faire face. Toutes ces manipulations, le chantage de l'ex-mari, les demandes d'assurance, étaient maintenant partie d'un grand plan qu'elle avait soigneusement construit. En lisant ces mots du procès-verbal, les enquêteurs fermèrent une autre étape de l'enquête. Maintenant, l'affaire était complétée et personne ne pouvait plus douter de qui était responsable de la tragédie. Kate, sachant que son mensonge avait été exposé, admit sa culpabilité. Son aveu devint la conclusion logique de l'enquête, qui avait commencé avec des témoignages confus et contradictoires, et s'était terminé avec la révélation complète de ses intentions. Tout ce qui restait était de présenter les preuves au tribunal et de mener l'affaire jusqu'au bout. L'histoire de comment une mère, qui semblait être une femme ordinaire, capable d'actes terribles, arriva à son aveu, était maintenant devenue partie de cette histoire sombre et tragique. Maintenant, quand toutes les cartes étaient découvertes et que Kate avait finalement avoué avoir commis le crime, les enquêteurs pouvaient pleinement reconstituer les événements survenus ce jour sinistre. La question qui récemment semblait non résolue devint absolument claire. Comment exactement le crime fut-il commis ? Et que s'est-il passé sur le site qui devint la scène de cette tragédie ? La chronologie, confirmée par les preuves et l'aveu de Kate, était la suivante. Ce jour-là, comme d'habitude, elle prépara sa fille pour un autre matin ordinaire. Mais tout était soigneusement planifié. Elle avait préparé à l'avance le médicament qui devait ressembler à quelque chose d'innocent, mais servait en réalité à mettre sa fille hors d'état de nuire. L'empoisonnement eut lieu à la maison.
Kate donna à Ava une dose de poison sous l'apparence d'un médicament avec lequel elle soignait habituellement la petite fille. Après qu'Eva eut perdu conscience, Kate n'hésita pas. Elle transporta le corps de sa fille dans la cour arrière, au barbecue. Pourquoi précisément ici? Très simple. Exactement ici, parmi le tas de charbon et de fumée, elle espérait cacher les traces de son crime. S'assurant que la petite fille était inconsciente, elle la plaça soigneusement sur la grille du barbecue. Les flammes et la chaleur, qui commencèrent rapidement à envelopper le corps, devaient détruire les preuves. Mais, comme nous le savons déjà, Kate n'avait pas prévu que son plan ne serait pas aussi parfait qu'elle le pensait. La tentative de brûler le corps ne fut pas entièrement couronnée de succès. Le barbecue n'était pas assez puissant pour détruire complètement tout ce qui était important. Kate se trompa, et sa tentative de cacher les traces mena à ce qu'une partie du corps resta non brûlée, laissant derrière elle des preuves qui devinrent bientôt décisives pour les enquêteurs. Quand la police arriva sur les lieux, les preuves trouvées sur le site parlaient cause d'elles-mêmes. Et tout cela était confirmé par les résultats de l'autopsie, ainsi que par les traces numériques que Kate avait laissées dans son historique Internet. Empoisonnement, tentative de crémation, chaque étape fut pensée. Mais l'erreur dans les détails mena à l'exposition de ses actions criminelles. Maintenant, quand la séquence complète des événements fut confirmée par les faits, les enquêteurs pouvaient aller plus loin. L'affaire allait au tribunal. Mais pour eux, il ne restait plus de doute. Ce ne fut pas simplement une tragique coïncidence de circonstances. Ce fut un meurtre soigneusement planifié, dans lequel chaque étape était dirigée vers l'accomplissement d'un objectif, se débarrasser de sa fille pour un bénéfice personnel. Le procès fut rapide. L'aveu de Kate, ses recherches et les empreintes digitales confirmèrent sa culpabilité. L'avocat essaya de la justifier par son état de stress, mais cela ne convainquit pas le tribunal. Kate fut déclarée coupable du meurtre de sa fille et condamnée à la prison à vie. Kate reçut la prison à vie sans droit à la libération conditionnelle. La tragédie bouleversa ceux qui la connaissaient comme une mère attentionnée. Ce cas montra comment les manipulations et la soif de profit peuvent se cacher sous une prospérité apparente.